je vais vous parler donc de l'accueil des Jeux Olympiques à Paris, le regard de l'économiste, le thème qui m'avait été suggéré par les organisateurs. Et sans autre préambule, j'introduirai le propos en disant qu'il y a deux dimensions économiques fondamentales dans l'accueil des Jeux Olympiques. Pour un économiste, c'est d'abord le coût des Jeux et surtout ce dont je vous parlerai, le dépassement systématique des coûts, c'est un problème. Et puis, il y a un aspect plus sympathique qui est l'impact économique sur le territoire hôte des Jeux. Et une dernière dimension s'est ajoutée ces dernières années que l'on nomme l'héritage, sur lequel je dirais deux mots. Ce ne sont peut-être pas les économistes les plus qualifiés pour parler de l'héritage. Et s'il me reste une minute à la fin, alors pour le fun, comme on dit en anglais, les économistes connaissent déjà le résultat des Jeux Olympiques, puisqu'au ministère, nous avons un modèle de prévision des Jeux, donc je peux vous dire le nombre de médailles que gagnerait probablement l'équipe de France. Alors toutes ces analyses peuvent être faites de deux points de vue que j'adopterai alternativement dans mon exposé. Ça peut être le point de vue de la politique d'attractivité des Jeux Olympiques et plus généralement des grands événements sportifs internationaux. C'est une politique qui a été adoptée en France depuis les années 2000. Notamment, c'est matérialisé par l'accueil de la Coupe du Monde de rugby en 2007, pour la première fois. Et le deuxième point de vue, c'est celui du CIO, du Comité international olympique, qui a une politique d'attribution des Jeux olympiques qui est en ce moment mise en question ou discutée. On y reviendra. Alors, mon premier point, le dépassement du coût des Jeux olympiques. Alors, pour comprendre cette notion de dépassement du coût des Jeux olympiques, il faut préalablement distinguer ce que l'on appelle le coût ex ante, c'est-à-dire avant événement, tel qu'il figure dans le dossier de candidature de Paris en 2017. Voilà. Et puis, d'un autre côté, le coût ex post, c'est-à-dire le coût qui sera effectivement enregistré au moment de l'événement. Avant d'arriver à la matérialisation de ce problème, je rappelle que, évidemment, les Jeux Olympiques, c'est un très grand événement sportif, donc il est économiquement important et, évidemment, il a un coût élevé. Mais le fait qu'il ait un coût élevé n'est pas un problème en soi. On le sait, bon, on n'assure pas. Vous voyez sur la slide toute une série de coûts, je ne vais pas tous les mentionner, mais je rappellerai qu'à Pékin 2008, c'était 48 milliards de dollars constants, ce qui faisait 0,8% du produit intérieur brut chinois, c'est pas rien quand même, le record du monde en la matière revient aux Jeux d'hiver de Sochi en 2014, 51 milliards de dollars courants. Bon, Pékin en 2022, 39, c'était pas mal non plus. Donc je ne vais pas vous assommer de ces chiffres, vous pourrez les retrouver en relisant la slide. Mais tout cela traduit une tendance à long terme que les personnes à l'esprit critique ont souvent désigné de gigantisme des Jeux, puisque dans ce tableau, que je ne vais pas commenter, je ne commenterai que la première ligne, 1896 des Jeux d'Athènes, et la dernière, les Jeux de Tokyo 2021, on est passé de 241 athlètes à plus de 11 000, on est passé de 14 équipes participantes à 206, on est passé de 43 épreuves sportives à 339, et je ne commande pas les coûts, mais ils ont été multipliés par plus de 1000. Voilà, c'est sur un siècle, c'est pas tout à fait anormal. Alors, venons-en au dépassement du coût. Si vous n'êtes pas économiste, ce que je suppose, ne soyez pas effrayés par les formules. Bon, les économistes font ça pour faire peur, mais n'ayez pas peur du tout. Le dépassement des coûts, ça se mesure de la façon simple suivante. Je prends les coûts il y a 7 ans avant les Jeux, c'est-à-dire quand la ville est désignée ville haute, je vais appeler ça CT-7, et je prends les coûts à l'année T, c'est-à-dire l'année des JO 2024 pour Paris. Je fais la différence. Si elle est positive, si CT-7 est positif, il y a un dépassement du coût. Le coût effectif est plus grand que le coût annoncé 7 ans avant. Et je peux calculer un taux de dépassement du coût, c'est de rapporter cette différence, CT-7, au coût initialement envisagé qui était CT-7. Et j'obtiens un certain pourcentage. Alors si j'obtenais par exemple dans ce calcul un pourcentage de 100%, ça veut dire que le coût a été multiplié par 2. Bon, il était 2 fois moins cher dans le dossier de candidature qu'il n'est à l'arrivée. Alors il se trouve que
ce dépassement des coûts, il est systématiquement observé à tous les jeux d'été. C'est ce que je vais vous montrer dans le tableau suivant. Vous voyez, le taux de dépassement est positif, il est grand, et il est même en général de l'ordre de 100% ou plus. Il y a une seule exception, Los Angeles 1984, qui est la confirmation par l'exception d'une théorie que je vais vous exposer dans un instant. Alors, il y a ce dépassement des coûts, ça vaut aussi pour les jeux d'hiver dont je ne parlerai pas. Donc, en moyenne, les jeux coûtent 2 fois plus cher que ce que l'on annonce quand on est candidat. C'est un problème que les économistes savent analyser. Alors, les JO de Paris 2024 ne dérogent pas à cette règle, ce qu'on va voir dans le tableau d'après. Vous voyez qu'au départ, on était parti au moment de la candidature sur un budget de 6 milliards environ. On en est à plus de 8 milliards. Ça fait exactement un dépassement de 31%. Et on n'est pas encore à la fin du processus. Donc on a un espoir d'atteindre 100%. Enfin, c'est un désespoir d'atteindre 100% de dépassement. Et vous voyez que le dépassement, il ne vient pas de l'organisation, il ne vient pas du COJO, du comité d'organisation locale, mais il vient des investissements qui, en général, dépassent toujours ce qui a été prévu. Du côté gauche du tableau, vous voyez que le financement des Jeux de Paris 2024 est essentiellement privé, puisqu'il y a des fonds privés, il y a l'apport du CIO qui est privé, il n'y a que 2 milliards d'apports de fonds publics. Alors, comment expliquer que, depuis des décennies, le coût des Jeux est toujours dépassé, en gros multiplié par 2? Pourquoi? Il y a 3 réponses à ce pourquoi. La première, c'est celle des économistes, en particulier la mienne, qui renvoie ce dépassement, qui explique ce dépassement par le mode d'attribution des Jeux olympiques qui se fait par enchère. Et dans la théorie des enchères, les économistes ont un théorème qui s'appelle en anglais la winner's curse, mais qui se lit en français, la malédiction du vainqueur de l'enchère. Alors de quoi s'agit-il? Tous les 4 ans, le CIO fait un appel d'offres, c'est-à-dire ouvre une enchère aux villes qui souhaitent être candidates. Et donc il met en concurrence plusieurs villes, ou il espère mettre en concurrence plusieurs villes candidates pour trouver la ville hôte. Et les villes sont donc contraintes de surenchérir les unes par rapport aux autres pour faire gagner leur dossier de candidature. Alors qu'est-ce que ça veut dire, surenchérir? Eh bien ça veut dire proposer le projet de Jeux olympiques le plus magnifique. Alors au lieu de magnifique, vous pouvez mettre un autre superlatif de votre choix, il y aura le plus pour le coût le plus faible possible. Alors un économiste vous répond immédiatement, c'est impossible. On ne peut pas avoir le plus beau pour le moins cher. D'accord? Donc, ça, même un juriste comprend, il n'y a pas de problème. Alors, comment peut-on faire? Eh bien, il faut tricher ou biaiser l'information. Enfin, tricher sur l'information, biaiser sur l'information, ce qui veut dire que surenchérir, cela revient à sous-estimer systématiquement les coûts effectifs dans le dossier de candidature. On ne va pas mettre tous les coûts de la sécurité, on ne va pas mettre tous les coûts des Paralympiques, on va réduire un peu l'addition. Et éventuellement, on peut surestimer les revenus. On peut espérer qu'on aura plus de revenus qu'on l'annonce 7 ans avant. Oui, mais les économistes ont un prix Nobel, un de nos prix Nobel, qui s'appelle Richard Thaler, qui a démontré mathématiquement le théorème que je vais vous énoncer de manière littéraire. Quand dans une enchère, la valeur de l'objet mis aux enchères n'est pas connue à l'avance, ex ante, eh bien le vainqueur de l'enchère est celui qui a le plus surestimé la valeur de cet objet, qui a le plus surenchéri sur tous ses concurrents, et donc à la fin, il a emporté l'enchère, mais il paye trop cher pour ce qu'il obtient. Voilà. C'est exactement l'histoire du dépassement des Jeux olympiques. La ville hôte qui est désignée par le CIO est celle qui a le plus sous-estimé ses coûts pour l'emporter, éventuellement qui a surestimé ses revenus dans le dossier de candidature, mais c'est la seule qui est choisie. C'est la seule qui va devoir affronter la différence entre le coût qu'elle a sous-estimé et le coût effectif qu'elle va payer. Bon, les autres, elles ont fait la même chose, mais elles ne sont pas punies, puisqu'elles ne sont pas villes hautes. Pas de punition, entre guillemets, pour punition. Voilà. Alors, ça a été exposé donc, dans un article qui vaut une certaine notoriété. Je passe. Il y a d'autres explications, mais qui sont plutôt complémentaires de la winner's curse que contradictoires. Alors, l'explication préférée par le CIO,
le CEO met en avance l'explication numéro 2, il dit le coût est dépassé parce qu'il y a une faible gouvernance du projet olympique. Ce qui est à la fois une critique parfois du COJO, mais surtout des autorités politiques locales. Je n'en veux pas à aucun des décideurs politiques de Paris 2024, mais la thèse du CIO, c'est la sous-estimation des coûts provient d'interventions publiques, politiques, qui poussent les budgets à la hausse. Et donc, finalement, on dépasse ce qu'on avait prévu. Et le CEO dit, une fois que nous avons attribué les Jeux à une ville haute, on perd tout contrôle sur ce qu'elle fait, et notamment sur les politiciens locaux. Or, que font les politiciens locaux quand ils ont la chance d'avoir les JO? Eh bien, ils s'engagent en général à faire ériger de nouvelles infrastructures, de rénover un quartier, de construire un pont, etc. Et le CEO se dit impuissant face à cette évolution du coût à la hausse. Évidemment, la population locale ne peut pas empêcher ça non plus. Elle ne peut pas contrôler les décisions politiques, où il faudrait un référendum. La plupart des référendums qu'il y a eu sur les Jeux ont eu un résultat négatif, donc on essaye de ne pas en faire. Et donc, la population, eh bien, c'est elle qui paiera l'addition à la fin. Si par malheur, il y a un déficit, il faudra prélever des impôts. Ça, c'est la thèse du CIO. La troisième explication, plus rapidement, c'est la thèse des passagers clandestins. Bon, le CIO met 1 milliard ou 1,5 milliard sur la table, il y a des tas de gens qui se précipitent sur le milliard. Donc il y a une préemption des budgets olympiques, éventuellement des subventions publiques qui accompagnent le budget olympique. Donc il y a des prédateurs, entre guillemets, que sont des architectes, des entreprises de BTP, l'hôtellerie, la restauration, etc. Et donc à la fin, il peut se creuser des déficits publics qui alimentent des profits privés. Les économistes n'aiment pas tellement cette situation. Alors elle a beaucoup plus de chances de se produire s'il y a une forte part de financement public. Donc à Montréal ou Munich en 1976 et 1972, le risque de prédation de ce genre n'était certainement pas nul. À Los Angeles ou à Atlanta, vous voyez que, ou même à Londres, il y a moins de chances que ça se produise puisque le financement public est à 5% ou en dessous. Donc voilà, ça c'est la troisième hypothèse. La quatrième, je n'en parle même pas, c'est des causes circonstancielles, c'est la faute à pas de chance, c'est une mauvaise gestion, c'est des malversations ou c'est une corruption avérée comme à Sochi en 2014 ou à Rio de Janeiro en 2016. Mais bon, ça c'est, on ne peut pas dire que ça se passe chaque fois, donc on ne peut pas en tirer une théorie. Alors, est-ce que ce dépassement des coûts, qui est systématique, a-t-il quelque chance d'être compensé par un dépassement des revenus? Avec deux collègues allemands, Holger Preuss, qui est le meilleur économiste sur les Jeux olympiques, et Maike Weizmann, nous avons écrit ce livre, Cost and Revenue Overruns of the Olympic Games, sur les Jeux de 2000 à 2018, d'été et d'hiver. Et nous avons eu des tas de problèmes d'information. Par exemple, Olimstroy, qui est l'équivalent russe de la Solideo aujourd'hui en France, a détruit tous les fichiers informatiques au lendemain des JO. Alors, moi, je les ai cherchés, j'étais prof à Sochi, je ne les ai pas trouvés. Voilà. Donc, mais bon, je passe sur ces anecdotes. Avec cette étude, nous avons confirmé le dépassement systématique des coûts, mais nous avons repéré un phénomène qui a été peu commenté par les économistes jusqu'à présent. Nous avons observé que souvent, il y avait aussi un dépassement des revenus. C'est en fait, quand les gestionnaires des Jeux Olympiques voient que les coûts montent, ils vont chercher d'autres sponsors, d'autres sources de revenus. Et donc, ils dépassent le revenu qui est dans le dossier de candidature. Alors, de la même façon, RT-7 est le dépassement des revenus. Et sachant que le budget initial des JO est toujours équilibré, le dépassement des coûts n'engendre pas de déficit si et seulement si le dépassement des revenus est plus grand que le dépassement des coûts, ce qui peut dépendre, ça peut varier d'une édition des Jeux à l'autre, etc. Et vous voyez que 2014, qui est Sochi, matérialise quelque chose de très important, qui est que le dépassement des coûts sur les investissements se fait souvent hors du budget du COJO, hein, du comité d'organisation locale. Peut-on éradiquer le problème du dépassement des coûts? J'ai été auditionné par le CEO Thomas Bach en 2017 et il m'avait demandé de donner des solutions. Alors, je vais commencer par des solutions où l'on n'abandonne pas l'attribution des JO par enchère,
et puis je passerai à l'abandon des enchères. Alors, si on n'abandonne pas les enchères, on peut atténuer le dépassement des coûts en ayant des infrastructures et des équipements sportifs démontables et transférables de, par exemple, Paris à Los Angeles, de Los Angeles à Brisbane, etc. C'est la solution préférée du CIO. Elle n'est pas toujours facile à mettre en place. Une autre solution, c'est avoir un site géographique fixe. La Grèce, pour le centenaire des JO, avait proposé Olympie en 1996 pour que cette ville devienne définitivement la ville hôte des Jeux. Une autre solution, c'est de limiter les candidatures aux seules grandes villes déjà bien équipées, Los Angeles, Londres, Paris. Une autre solution, c'est réduire la taille économique des JO, restreindre les cérémonies fastueuses d'ouverture, etc., restreindre le nombre de participants dans les délégations olympiques. Une autre solution, c'est celle que la France a choisie pour Paris 2024, c'est un audit externe du budget des Jeux en continu, ou disons de manière régulière. Ce contrôle est effectué en France par la Cour des comptes qui rend des rapports périodiquement sur l'évolution du budget. Une autre solution, c'est une règle de rotation géographique des sites hôtes. C'est la solution de la FIFA pour sa Coupe du Monde, qu'elle change de continent édition après édition. Une autre solution, c'est la co-candidature et la répartition des épreuves entre plusieurs sites de plusieurs nations. C'est l'option qui a été appliquée lors de l'Euro de football 2020, qui s'est déroulé dans 13 pays différents d'Europe. Et puis, il y a aussi ce que je vais appeler la procédure révisée par le CIO d'attribution des Jeux. Depuis l'attribution des Jeux d'hiver de 2026, le CIO ne met plus, essaye d'atténuer l'aspect enchère. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sélectionne un panel réduit de villes, il travaille 1 an avec elles pour en dissuader certaines, pour en encourager d'autres, et à la fin, il n'en reste plus qu'une, Brisbane. C'est comme ça que Brisbane a été désigné pour 2032. Alors, l'artisan de tout ça s'appelle Christophe Duby, que je connais très bien. Alors, pour un économiste, tout ça, c'est cosmétique. Si on veut vraiment arrêter le dépassement des coûts, il faut abandonner l'attribution par enchère. Et là, il y a 3 options. Il y a une raréfaction des candidatures qui est d'ailleurs en cours. Et si à la fin, il n'y a qu'une seule candidate, il n'y a pas d'enchère. Et c'est exactement ce qui s'est produit pour Los Angeles 1984. Ils n'avaient pas de concurrents, donc ils ont obtenu les Jeux et ils ont négocié, comme on dit en anglais, on our own terms, à nos propres conditions, et pas à celles du CIO, ce qui fait une très grosse différence pour un économiste. La deuxième solution s'appelle une loterie, c'est-à-dire dans un ensemble de villes candidates, on tire au hasard une ville. C'est la solution privilégiée par mon collègue économiste Wolfgang Minick, qui est médaillé d'or à Sydney par ailleurs. Voilà. Et puis la troisième solution, c'est celle que j'ai proposée, mais que le CIO n'aime pas du tout, vous allez comprendre pourquoi. Moi, j'ai dit au CIO, désignez de manière autoritaire et discrétionnaire une ville haute dans le monde, celle que vous préférez. Vous téléphonez au maire et vous lui dites, vous avez de la chance, c'est vous. Sauf que le maire, lui, il s'y attend pas. Et donc, il va dire, ou le préfet peut-être, je ne sais, hein, donc il va dire, oui, je veux bien, mais à mes conditions. C'est-à-dire, je fais des JO plus petits que ce que vous souhaitiez, où il n'y aura pas telle épreuve, il va négocier. Ou bien, le CIO sera obligé de financer tout ce que la ville ne prend pas en charge. Et ce qui dépassera évidemment le $1 milliard qu'il met habituellement dans la machine. L'impact économique des Jeux Olympiques, depuis 1976, tout dossier de candidature doit comporter une étude d'impact. Pour Paris 2024, notre observatoire en a fait réaliser une, je vous en parlerai dans un instant. Alors avant, qu'est-ce que l'impact économique? C'est la valeur ajoutée créée sur le territoire hôte par le fait d'y accueillir les JO, comparé à ce que les économistes appellent un contrefactuel, c'est-à-dire une autre situation, mais qui n'est pas la réalité, qui est que se passerait-il si on n'accueillait pas les JO? Voilà. Donc ça ajoute quelque chose par rapport à la situation normale qui est qu'on n'est pas la ville haute. Alors on peut calculer cet impact ex ante, ex post. Les recommandations de l'OCDE qui se sont un peu appuyées sur notre expérience en France obligent aujourd'hui, espèrent qu'il devient obligatoire d'avoir une étude ex post et une ex ante.
Et il y a 3 méthodologies, là c'est de la technique donc je vais passer très vite, il y a 3 méthodologies pour calculer l'impact économique d'un grand événement sportif. Il y en a une méthode qui s'appelle le modèle d'équilibre général calculable. C'est un modèle avec des milliers de variables et des milliers d'équations. Je vous fais grâce d'autres commentaires sur le sujet. Ce n'est pas la plus utilisée. Il y a ensuite ce qu'on appelle le multiplicateur de Leontief, qui est un calcul matriciel appliqué à un tableau de la comptabilité nationale française, qu'on appelle le tableau d'entrée-sortie, le tableau d'échange interindustriel. C'est un petit peu compliqué, mais c'est quand même beaucoup plus facile déjà. Et puis, le dernier instrument, le plus utilisé et le plus simple, s'appelle le multiplicateur keynésien, que je vais appeler K, qui repose sur l'idée suivante. Si on fait une injection de fonds dans l'économie régionale, que je vais appeler X, étoile, eh bien, bon, d'abord, ça va augmenter le revenu régional de la grandeur X, mais peut-être d'une grandeur plus grande que X. Cette grandeur est plus grande que X en fonction de la grandeur de K. Et K lui-même, qui est le multiplicateur, c'est quelque chose qui dépend de la propension à dépenser des résidents de la région ou pas. Alors, pour le faire bref, il arrive 1 milliard du CIO à Paris. Il y a donc des Parisiens qui vont en avoir des revenus. Ce milliard va s'éparpiller dans la région parisienne et il y a des Parisiens qui vont avoir une augmentation de revenus. Sur ces revenus augmentés, ils vont en épargner une certaine part, ils vont dépenser l'autre part. S'ils la dépensent dans la région parisienne, ça fait une nouvelle vague de revenus. Les nouveaux titulaires de ces revenus vont à leur tour épargner une part, en dépenser une autre, et cette dépense va procurer des revenus à une autre série de Parisiens, etc. Et c'est un processus multiplicatif, mais qui ne tend pas vers l'infini, qui tend vers zéro. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle le multiplicateur. Alors c'est un peu technique, mais si vous avez des questions, j'y reviendrai avec plaisir. Alors on peut calculer ça, et si K, la valeur du multiplicateur calculé, est égale à 1, eh bien, il n'y a pas de valeur ajoutée. C'est comme s'il n'y avait pas eu les JO. Si K est plus grand que 1, de la valeur créée est ajoutée par les JO à l'économie régionale. Tout le monde espère que K est plus grand que 1. Et si K est plus petit que 1, ça veut dire qu'une partie de l'argent injecté dans la région a été gaspillée, dilapidée ou dissipée, comme par la corruption dans les Jeux de Sochi 2014. Voilà. Le problème, même pour les économistes, c'est qu'appliquer ces méthodes comporte un certain nombre de biais ou d'erreurs. Je vais vous signaler les plus importants. La première erreur à ne pas commettre, c'est une mauvaise délimitation géographique de l'aire d'impact. Si je prends le territoire national français pour calculer l'impact des Jeux Olympiques de Paris, je n'ai pas fait le calcul, mais je connais le résultat. Ça sera plus petit que 0,1% du PIB. Bon, c'est rien, ça c'est 10 milliards comparé à 2500 milliards. C'est rien, c'est une goutte d'eau. Donc ça, ce n'est pas la bonne aire géographique. Si on la prenait trop petite, au contraire, on surestimerait l'impact. Donc en général, ce qui est recommandé, c'est de prendre la région comme niveau d'analyse. La deuxième chose, une erreur souvent commise, c'est de comptabiliser dans l'impact les dépenses des spectateurs qui vont payer pour aller voir les JO et qui sont résidents de la région haute. Alors pourquoi il ne faut pas les compter? Parce que s'il n'y avait pas eu les Jeux, ces personnes auraient dépensé les mêmes montants à aller voir d'autres spectacles ou à participer à d'autres loisirs. Donc il faut les décompter de l'impact. On ne compte que les dépenses des touristes extérieurs à la région. Il faut prendre en compte l'effet d'éviction. Le meilleur exemple d'effet d'éviction, c'est les Jeux d'Athènes 2004. En août 2004, il y a eu moins de touristes en Grèce qu'en août 2003, qu'en août 2002, qu'en août 2001. Donc des gens ont évité la Grèce parce qu'il y avait les Jeux, okay, pour éviter les embouteillages, la pollution, etc. Donc il faut en tenir compte. Il faut prendre en compte les fuites hors du circuit économique local. Par exemple, si pour construire la piscine olympique, il faut importer des ingrédients de la piscine d'autres régions, eh bien, ces importations vont être payées et cet argent va donc sortir de la région. Ça va être une fuite de la région. Et c'est vrai pour d'autres dépenses liées au JO.
Et le dernier problème méthodologique, quelle valeur du multiplicateur? Parce que bien souvent, les gens qui font des études ne disposent pas d'économistes professionnels tels que mes étudiants ou moi-même, mais ils prennent une valeur. Alors, quelle valeur prendre? On trouve très souvent dans les études d'impact K plus grand que 2, égal à 2 ou plus grand que 2. C'est l'idée que chaque euro injecté va créer un autre euro au moins. Sauf que l'INSEE n'est pas du tout d'accord. L'INSEE a un modèle mathématique d'après lequel la valeur du multiplicateur K est de 1,6 pendant les 2 premiers trimestres d'une opération d'investissement, donc en T-7 si vous voulez, mais au bout de 7 ans, la valeur du multiplicateur tombe à 1,3, 1,2, ça ressemble à ces courbes-là que j'ai extrait du modèle de l'INSEE, voilà. Donc l'impact dépend aussi du moment où on mesure. Hein. Au total, la plupart des études d'impact surestiment l'impact économique des jeux. Pourquoi? Parce que ces études sont réalisées par des consultants ou des cabinets d'études qui ont, comme vous allez le voir, intérêt à surestimer l'impact. Les économistes professionnels dont je fais partie sont assez critiques des biais fréquents que j'ai mentionnés, et les économistes américains considèrent que les multiplicateurs, et quand ils les calculent, sont proches de 1. Les Américains sont assez convaincus qu'il n'y a quasiment pas d'impact. D'ailleurs, les jeux d'Albertville ont eu un impact négatif. Bon, voilà. Mais les économistes ne sont pas très écoutés par les décideurs politiques en la matière, qui attendent un impact très positif. Ce que, sachant, les consultants et les cabinets d'études surestiment systématiquement l'impact économique positif, car s'ils ne le font pas, ils craignent de ne pas être sélectionnés au prochain appel d'offres pour faire la prochaine étude d'impact. Donc il y a une sorte de conflit d'intérêts que les juristes savent certainement mieux analyser que moi. Et donc, un observatoire a été créé à l'initiative de M. Macron, quand il n'était pas encore président de la République, et que j'ai l'honneur de présider, et qui a pour mission de superviser la méthodologie des études d'impact sur tous les grands événements sportifs internationaux accueillis en France pour en éviter la surestimation, et deuxièmement pour appliquer la recommandation de l'OCDE que j'ai mentionnée tout à l'heure. À ce titre, nous avons supervisé une étude d'impact des Jeux de Paris 2024 sur un horizon de 17 ans, avec un calcul de 3 variantes, ça c'est de la technique mathématique dans laquelle je ne vais pas entrer, mais voici les résultats. Vous voyez qu'en 2017, on a calculé que l'impact serait entre 5 milliards d'euros, qui est le scénario gris, et au maximum, dans le scénario rose, pas loin de 11 milliards d'euros d'impact. Vous voyez qu'aux lignes multiplicateurs keynésiens et taux d'inflation, il se passe des choses. Hein. Le scénario gris, il correspond à un taux d'inflation plus élevé et à une valeur du multiplicateur plus faible. Or, il faut savoir que plus il y a, ça c'est l'économiste qui le démontre, plus il y a d'inflation, plus la valeur réelle du multiplicateur est faible. Parce qu'une grosse partie à ce moment-là du gonflement en euros correspond à l'inflation et non pas à une augmentation réelle. Donc il y a une corrélation inverse, si vous voulez, entre le taux d'inflation et le multiplicateur. Et je peux donc en conclure dès maintenant que les chiffres que je viens de vous afficher, que nous avons fait calculer en 2017, ne seront pas atteints. On sera en dessous. L'impact sera amoindri par l'inflation. Et pour cela, nous sommes en train de piloter une révision de l'étude de 2017 qui va nous sortir de nouveaux chiffres au début 2024. Et puis on fera une étude ex post qui sortira en 2025. Alors voilà pour votre information totale, pour les Jeux de Paris 2024, en fait il y a 12 études en cours, 12 études d'impact, 4 ont une dimension économique, d'autres s'orientent plutôt sur l'impact social ou l'impact environnemental. Et puis il y a une étude qui est réalisée par France Stratégie, je suis dans le comité scientifique, qui est une étude coût-avantage, cost-benefit analysis en anglais, qui s'intéresse non plus à l'impact, mais à l'héritage. Ça me permet de terminer par quelques mots sur l'héritage. Pour un économiste, l'héritage, c'est un concept assez flou, voire polysémique. Alors mon ami Holger Preuss en donne la définition que voici. Ce sont les structures planifiées ou non, positives ou négatives, tangibles ou intangibles, créées par ou pour un événement sportif et qui demeurent plus longtemps que l'événement lui-même.
Donc pour l'économiste, l'héritage, c'est un concept de long terme, c'est ce qui reste après que les jeux soient finis, ce qui reste un certain temps après les jeux. Ça inclut des effets positifs tangibles. On a créé une piscine, elle reste, on va l'exploiter pendant des années. Des effets tangibles négatifs, il peut rester de la pollution, etc. Il va falloir nettoyer, ça va coûter. Et aussi des effets intangibles. Et curieusement, les économistes commencent à faire des modèles mathématiques compliqués pour mesurer le bonheur qu'apporte à la population le fait d'accueillir les Jeux. Il a été démontré qu'en 2012, les Londoniens étaient beaucoup plus heureux que les Madrilènes ou les Parisiens parce qu'ils avaient les Jeux. Voilà. C'est un effet qui ne dure qu'une année, mais on peut le démontrer mathématiquement. Enfin, il peut rester un fardeau financier. Montréal a remboursé sa dette sur les Jeux pendant 30 ans, Grenoble 68 pendant 24 ans et Albertville 92 pendant 18 ans. Alors, je passe rapidement sur mes contributions à cela et je termine par quelques mots sur l'analyse coût-avantage. Ne soyez pas effrayés par la formule. Alors, moi, je suis chargé, enfin, mon institution est chargée de contrôler les études d'impact. Ok ? C'est ce que je vous ai dit. Mais moi, je ne crois pas aux études d'impact. Je pense que c'est une mauvaise méthode, indépendamment de toute autre considération. La bonne méthode, d'après les économistes, c'est l'analyse coût-avantage, qui consiste à calculer la formule qu'il a, que je résume de manière très simple. R, dans cette formule, c'est l'addition de tous les revenus et de toutes les externalités positives procurées par le fait d'accueillir les Jeux. C, c'est tous les coûts et toutes les externalités négatives créées par le fait d'accueillir les Jeux. Comme ces choses-là se produisent sur un horizon de 25 à 30 ans, il faut, et sachant qu'un euro aujourd'hui n'a pas la même valeur que dans 25 ans, il faut utiliser un taux d'actualisation A pour avoir une grandeur actualisée. Et la différence entre ça s'appelle le bénéfice social net actualisé. C'est-à-dire le bénéfice pour la société ou pour la région parisienne, si vous voulez, d'accueillir les Jeux. Alors, les économistes, avec cette formule, qui est un peu compliquée, et évidemment à renseigner, à calculer, peuvent vous dire si ça vaut la peine ou pas d'accueillir les Jeux, ou si ça a valu la peine ou pas de les accueillir. Si on trouve un calcul, à l'issue du calcul, on trouve que B est plus grand que 0, plus grand ou égal à 0, ça vaut la peine, ça valait la peine d'accueillir les Jeux. Supposons qu'on se trouve au Brésil à la veille des Jeux de Rio. Il y a un footballeur professionnel célèbre brésilien qui s'appelle Romario, qui avait dit, avec les 10 milliards qu'on investit dans les JO, pour accueillir les JO à Rio, on aurait pu construire 5 nouveaux hôpitaux dont le Brésil a cruellement besoin, ou 50 écoles primaires. Donc si j'appelle ça les projets 2 et 3, il y a une deuxième règle pour les économistes. Le projet 1, c'est-à-dire les Jeux Olympiques, sera choisi si B1, son bénéfice social net, est plus grand que B2, les hôpitaux, ou B3, les écoles. Évidemment, ce calcul n'est jamais fait. Le calcul du bénéfice social peut aboutir à une grandeur négative. Et c'est pour ça que les hommes politiques, quand les économistes disent « on va vous faire une cost-bénéfice », je suis donc ravi que France Stratégie, qui est un organisme proche du gouvernement, a accepté de prendre en charge une telle étude. C'est la première fois. Sinon, pour la Coupe du Monde de rugby, une école de commerce célèbre, dont je tairai par pitié le nom, avait trouvé un impact ex-ante de 8 milliards d'euros. Un centre de recherche universitaire, après, avait calculé l'impact ex-post à 590 millions d'euros, 16 fois moins, et le bénéfice net actualisé, calculé par ces universitaires, s'élevait à 113 millions. Donc il ne faut pas rêver aux milliards, en un mot. Il y a peu d'analyses coût-avantage sur les grands événements sportifs internationaux et les JO. Pourquoi? Parce que ça exige une méthodologie sophistiquée, maîtrisée seulement par des économistes professionnels et pas nécessairement par les cabinets d'études et les consultants. Il faut couvrir tout le cycle de vie du projet, c'est-à-dire il faut faire une étude sur 25 ans. Ça n'intéresse pas grand monde, et surtout pas le maire ou l'autorité politique qui a décidé il y a 25 ans d'accueillir les Jeux. Parce que 25 ans après, il est mort, il n'est plus homme politique, et tout peut arriver. Et surtout, il n'est pas intéressé par le bilan final de ce qu'il a décidé il y a 25 ans,
Surtout si par malheur c'est une perte sociale nette. Conclusion, l'héritage, ça se prépare sur très longue période, il faut avoir une longue vue. Pour le fun, et en une minute, si vous me permettez, monsieur le préfet, des économistes, enfin une équipe qui travaille avec moi, nous avons conçu un modèle économétrique, c'est des maths, qui explique parfaitement les résultats passés. C'est-à-dire qui sait déterminer quelles sont les variables ou les facteurs qui ont fait que les 200 pays du monde se sont partagés d'une certaine façon les médailles à Rio de Janeiro ou à Munich, etc. Et après, ce modèle, quand il est bon d'un point de vue mathématique, on peut l'utiliser en prévision, moyennant quelques éléments techniques que je passe. Nous l'avons fait tourner pour Tokyo 2021. Et le modèle avait deviné, pas deviné, il avait détecté à l'avance 95% de la répartition des médailles. C'est-à-dire qu'il l'avait deviné pour 194 pays participants, et il s'était planté, entre guillemets, pour planter, un modèle ne plante jamais, sauf d'un point de vue informatique. Donc, il n'avait pas annoncé des bons résultats seulement pour 10 pays, malheureusement, dont la France, parce que le modèle lui avait annoncé 46 médailles, et on n'en a gagné que 33 à Tokyo. Alors, on a plusieurs variantes du modèle, je ne vais pas rentrer dans ces détails techniques, mais si on prend toutes les variantes de notre modèle, que nous avons fait tourner pour les JO de Paris 2024, l'équipe de France devrait gagner 47 ou 48 médailles. Et dans une vision absolument extrême, qu'on appelle les intervalles de confiance, elle gagnera entre 43 et 60, jamais au-dessus de 60. Alors qu'on ferait ce que ma ministre a dit, elle a dit plus que 60. Donc je lui laisse la responsabilité de ça. Et avec ce nombre de 47 ou 48 médailles, nous aurons la 5e, la 6e ou la 7e place. Ça dépend de comment performeront l'équipe du Japon et d'Australie. Merci pour votre attention.